Paul Paradis qui est un peu le contraire de ce que notre ami Denis est en train de faire. C'est le monde à l'envers, dans le sens, soit qu'on passe du DLSR au CCD ou du CCD au DLSR. Dans le cas de Paul, c'est qu'il a eu beaucoup de succès, qu'il a fait beaucoup de photos avec un DLSR et qui est en phase de transition vers le CCD. Alors, 45 minutes, Paul, tu vas le changer. Oui, c'est parti. C'est parti, les lumières. Michel s'occupe de ça, là. J'ai mis la photo. Alors, Michel? Oui. On attend après toi. Michel, tes 12 secondes sont passées, Michel. je reste des secondes. Ah, ça va prendre 15 secondes. Bon, alors, bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est bon. Alors, comme l'a dit Rémi, bon, moi j'ai commencé par le DSLR, puis je migre tranquillement vers l'européenne, ou le CCD plutôt. Alors, j'ai intitulé ma présentation, bon, le passage du numérique au CCD, est-ce que c'est obligatoire? Alors, on va voir par mon expérience là, d'astro-photographe qui sont relativement jeunes, j'ai peut-être les cheveux aussi gris d'année, mais bon, pas mal au moins d'expérience. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer là, de la caméra numérique de CCD, on va comparer un peu, puis on va voir ensuite qu'est-ce qu'on peut utiliser pour obtenir des photos en live. Alors, donc, quelques mots sur la présentation. Alors, il va y avoir quelques notions techniques très rapides pour vous situer. On parle tous le même langage, mais ça va être probablement plus rapide encore, compte tenu que Denis a déjà tracé la route, puis elle va parler de pas mal de concepts. Okay. Ensuite, comme une image vaut 1000 mots, bien, on va regarder différentes étapes dans ma progression. Jusqu'à éventuellement, bon, alors pour l'APN, quelques expériences en CCD couleur, en CCD monochrome, et puis éventuellement en conclusion, qui sera probablement pas nécessairement la même pour tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques notions. Bon, évidemment, quand on parle de CCD, d'APN, on parle de numérique, on parle de capteur, on parle donc de l'objet ici qui est sensible à la lumière, donc le quadrillage de cellules photosensibles qui sont colorblind, qui ne détectent pas nécessairement les couleurs, mais qui détectent tous les photons. Et puis, comme je pense que c'est Mario ce matin, là, on parle évidemment de photocytes. Donc, quand on est numérique, on parle de pixels. Alors donc, les capteurs, les caractéristiques, ben, c'est le nombre de photocytes. On peut en avoir 8 millions, on peut en avoir 6 millions, 12 millions, 20 millions, ça dépend. On parle aussi de la taille de ces photocytes-là en microns. D'habitude, c'est entre 14 et 4 et 10. Et puis bon, je n'irai pas dans le détail, là, mais ça peut avoir des CMOS ou des CCD. Ce sont des capteurs numériques dans les deux cas, mais qui ont des caractéristiques un peu différentes. Bon, de ce que je sais, bon, je n'ai pas suivi l'évolution de la technologie jusqu'à aujourd'hui, mais en principe, des appareils numériques ont des CMOS, des appareils plus astronomiques ont des CCD, mais bon, on verra ça tantôt. Alors, le principe là, des capteurs numériques, c'est très simple. La lumière arrive ici sous forme de photons, ça dépend de comment on voit les choses. Ça excite éventuellement les atomes dans le silicium, et puis éventuellement, il y a émission d'électrons par effet photoélectrique. Il n'y a pas d'équation, c'est pas un cours de physique, même si j'ai cette tendance de temps en temps. Alors, le photocycle peut devenir un piège à électrons, et comme on l'a vu dans certains cas, les électrons peuvent déborder si jamais on dépasse le seuil de ces photocytes-là. Jusque-là, ça va. Ensuite, alors la question qu'on peut se poser, c'est s'il arrive 100 photons sur un capteur, est-ce qu'on va avoir 100 électrons qui vont être expulsés ou un nombre proportionnel? Ben, la réponse c'est non. Puis, comme le dit Denis ce matin, ben, le rapport entre le nombre d'électrons expulsés puis le nombre de photons incidents, c'est le rendement quantique. Alors, c'est toujours inférieur à 100 parce que, bon, pour plusieurs raisons, j'en donne ici quelques-unes. Bon, certains photons vont se réfléchir sur les surfaces sensibles qui ne sont pas parfaitement transparentes. Leur
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les photosites sont pas collés les uns sur les autres, il y a des espaces où il n'y a pas de sensibilité, donc certains photons frappent ces espaces-là, il ne se passe rien. Et ensuite, si je ne regarde pas ici mon bidule, je vais mettre dans les poches. Voilà. J'ai perdu la communication, non? Bon. Pour le reste, ça va. Bon, ça c'est moins important ici, donc on va oublier ça. Alors donc, on a une courbe ici de rendement quantique, dans ce cas-ci, c'est dans le cas du capteur CAF 8300. J'ai choisi celui-là, vous verrez tantôt pourquoi, j'ai comme une affection particulière. Alors, pour la lumière visible, là, on voit que le rendement quantique est différent, mais il varie entre 40% et 60%, grosso modo. Puis il est même sensible ici pour l'infrarouge, là. Avec ici, éventuellement, je pense que sur la diapositive suivante, on a dessus, non, on va le voir plus tard, mais il va revenir. Éventuellement, nous, on va être intéressé par la zone ici autour de 656, là, la RH alpha, donc c'est intéressant d'avoir un rendement qui est important. Ça ne sera peut-être pas le cas, par exemple, pour les APN. Alors, on va commencer le périple de mes multiples expériences fructueuses ou pas. Alors, vous avez le droit de lire quand vous verrez certaines photos au cours des prochaines minutes. Alors, la première fois que j'ai mis une caméra au foyer d'un télescope, c'était à Mitford en novembre 2006. Je me suis servi d'une caméra 300D Canon, que j'utilise encore pour faire mes photos de voyage, défiltrées, non défiltrées, donc originales, au foyer d'une lunette de 100 mm f9, monture Losmandy G11. Les photos, alors, aucun guidage, donc je me servais de la monture et de son suivi naturel. Je savais que je fallait mettre ça en mode RAW pour éviter toute transformation des images, non pas en JPEG. J'avais fait des blurs, j'avais fait des bias, mais les claps, je ne connaissais pas ça encore. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Bon, le montage, vous le voyez ici, j'espère que c'est pas trop sombre. Alors, la lumière est là, la caméra est ici, la monture G11 est là. Ça, bon, normalement, ça ne devrait pas être là, mais j'ai pas de photo originale de cette époque reculée préhistorique, là. Alors, vous verrez tantôt à quoi ça peut servir dans la prochaine étape. Alors, la caméra, bon, c'est nécessaire d'aller dans le détail ici. Bon, c'est un capteur standard, 15 par 22 mm, 6 mégapixels, il est là au site. 33 000 par 2400, des capteurs d'à peu près 7.1 microns. Relativement imposant. Bon, ça c'est bon. Alors, évidemment, ces couleurs, donc une matrice de Bayer ici, c'est la même photo, je pense qu'on est sur le même site. Alors, il y a les photosites ici, la matrice de Bayer, c'est-à-dire des filtres bleus, verts et rouges, qui permettent d'avoir de la couleur. Et par-dessus ça, il y a un filtre anti-infrarouge qui permet de se limiter à la zone du visible. OK. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, on a des courbes de rendement quantique pour les différentes couleurs. Et puis, on se rend compte que c'est. Bon, pour le bleu et le vert, c'est quand même pas si mal, autour de 35%. Pour le rouge, on ne dépasse pas 20%, évidemment, mais ici, je pense que c'est élevé. Pour la RH alpha, ici, on est à peu près à 10%, ce qui n'est pas énorme. On va voir le résultat dans quelques minutes, les photos qui ont été prises avec ça. Bon, j'ai pris ça sur un site internet, essayez pas de traduire ça, j'en ai aucune idée. Bon. Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer avant de voir les photos, c'est, bon, il y en a au moins deux ici, il y en a un troisième qui va s'ajouter, je n'avais pas pris le temps de l'écrire. Alors, premièrement, il faut déclencher évidemment les photos, les amorcer, prendre la photo et sans générer des vibrations. Alors, ou on prend un déclencheur souple, mais sur les caméras numériques, ça existe plus, semble-t-il, ou une télécommande, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, ou encore un ordinateur et un logiciel. Alors, les photos vont être prises au départ avec un déclencheur souple. Ensuite, l'autonomie d'énergie, Denis en a parlé aussi. Au départ, j'avais des piles standards. Et bon, imaginez-vous, comme les piles sont à plat ou presque, vous êtes penché par terre quand on vise le zénith, et pour enlever la pile, la remettre, en essayant de ne pas trop bouger tout ça. Bon, ça a fait vieillir de quelques dizaines d'années. Alors, je passais assez rapidement à l'atmosphère. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, la première photo de 42, 14 photos de 60 secondes avec l'ISO 400, traitées avec Iris. Bon, on voit quand même un peu de luminosité, on voit que les étoiles sont pas si pires, on voit le centre qui est pas évidemment retrouvé à 60 secondes, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. C'est un début.
M35, dans le cas, par exemple, d'un amour vert, le fait que ça soit filtré, pas défiltré, c'est pas trop grave. Là. Alors, on voit M35 ici, MGC, c'est comme 21,58, je pense. Bon, c'est pas énorme non plus, c'est 13 minutes. Hein. Alors, c'est quand même pas si mal. Ou encore, le fameux duo M82-81. Pour le 81, on s'attend à avoir un peu de structure de drop, on voit rien parce que c'est juste 9 minutes. On va quand même un petit peu de couleur ici dans le cœur de M82. Mais bon, c'est ça, tout ça début. Alors, les problèmes qu'on rencontre, évidemment, que j'aurais dû noter dans le cours, c'est qu'en plus des deux autres difficultés, il y a le problème de la mise au point. À l'époque, je regarde à travers le viseur, on voit rien, il faut trouver l'étoile brillante, ou encore la lune, ou je ne sais pas quoi, pour faire le foyer, faire ça à vitesse. Ensuite, on a vu dans le cours sur le 42, l'arrêt H-alpha est trop, le rouge n'est pas très très fort. Aussi, je voulais bien faire des darks, mais je n'ai pas de contrôle de température sur ma caméra numérique, donc j'ai fait des darks à des températures données dehors le soir. J'avais utilisé le congélateur, on peut penser à ça encore. Et puis à ce moment-là, ce qui fait que la température de photo, la température de dark peut varier de 5 à 10 degrés. Ça fait quand même des résultats potables. Évidemment, la durée d'exposition est limitée, là. Alors, ce qui fait que, à cause de la qualité du suivi, je fais une photo sur deux ou deux sur trois, ce qui n'est pas fort. Évidemment, la durée, je me rends assez vite. Puis à cette époque-là, j'étais encore une espèce d'abeille qui utile partout. C'est-à-dire que tu sors le soir et tu vas en faire le plus possible. Donc, tu fais 10, 12, 15 objets de 5-10 minutes chaque. Tu dis, wow, c'est fun, ça commence bien, mais tu te rends compte rapidement qu'il n'y a pas de data. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à guider pour améliorer les choses. Alors, l'étape suivante, c'est guidage manuel. Alors là, je m'incline devant ceux qui ont fait de la photo argentique, qui ont guidé pendant des heures et des heures, l'œil oculaire. Je ne sais pas comment vous avez fait, moi j'ai fait ça pendant quelques mois, puis je ne sais pas t'as fait. Alors, le setup est là, c'est un peu le même que tantôt, sauf que là, je me servais de mon C11, je ne vais pas d'autre chose, pour guider. Avec un oculaire réticulé ici, un oculaire de 10 mm. Alors ça, c'était placé encore une fois sur le G11, encore une fois ici les tailles, les bias. Et là, j'ai découvert les flaps, là, je faisais des flaps à firmament de ciel à crépuscule. Ce qui n'est pas parfait non plus, je pense que Daniel en a parlé un moment donné sur certains commentaires, donc je passais à autre chose. Bon. Alors, c'est quand même, on est quand même à la préhistoire, 2007-2008, il y a moyen de faire mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Bon, une première photo ici, alors toujours avec ma caméra de non défiltrée aussi. Là. Donc, M8, 24 minutes. On voit quand même la vert, on voit un petit peu des lucides ici. Bon, évidemment, ceux qui s'inquiètent qu'à travers une lunette, on a les écrètes, là, soit dans l'air. Je sais où, là, ça là. M13, ici, on a 10 minutes. C'est encore en train de dessiner, là. Mais quand même, on voit quand même la structure. Il y a une galaxie qui est cachée quelque part, je ne sais plus où elle est. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une 17. Dans ce cas-ci, c'est 27 minutes. On voit quand même une bonne partie de milieu aussi. C'est un bon début. Bon, je pense que peut-être plus que ça, c'est peut-être 30 minutes. Les autres, je vais les passer plus rapidement, là, parce que je vais manquer de temps. De toute façon, comme disait Denis, le document va être disponible sur Internet, si vous voulez le consulter par la suite. Alors, ça, c'est moins important. M51, c'est peut-être pas pire, parce qu'on va y revenir tantôt. 24 minutes. Et puis M33, ça, c'est plus rare, un peu, là, c'est énorme, il n'y a pas de lumière. Alors, j'ai 32 minutes, mais bon, on reconnaît qu'il y a quelque chose. Bon, une tâche. Alors, donc, les expositions, évidemment, étaient, total est un peu plus longues, là. On est passé de 2 minutes à 3 minutes plusieurs fois. On a un peu plus de détails, mais bon, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus, mais pour ceux qui ont fait du suivi manuel, vous savez, on regarde à travers l'oculaire, le réticule. Il faut évidemment que l'image soit au foyer dans le même plan. Si ce n'est pas le cas, on déplace la tête par inadvertance, on a l'impression que l'objet bouge dans l'oculaire. En réalité, c'est pas qu'il bouge, il va bouger, mais quand je pense qu'il bouge, je corrige. Donc, overcorrect, l'enfer.
Donc, c'est pas une bonne idée. Puis après ça, évidemment, vous avez remarqué que bon, je faisais peut-être une dizaine de photos maximales de 3 minutes, là. 3 minutes là. Bon, ça ne peut que rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour améliorer, avoir un peu plus de luminosité au niveau de la RH alpha, et avoir des expositions plus longues, avoir passé plus de données, je pense que c'est là qu'il faut aller pour avoir plus de data, mais on peut auto-guider. Alors là, j'ai franchi 2 étapes en même temps, là, j'ai capoté. J'ai changé de caméra, je me suis une caméra de 350, c'est la XT, je pense, lunette, c'est-à-dire défiltrée, toujours au foyer de la même lunette ici. Puis là, je me suis mis à gérer l'acquisition de données via un logiciel, donc je sortais l'ordi, plutôt que d'y aller avec un chronomètre à côté de la caméra. Et ensuite, je me suis acheté aussi une petite caméra Starship Guided que j'ai mis ici au foyer du C11, avec PhD Guiding, toujours en double plaque, toujours avec le reste qui est là. Et puis évidemment, la mise au point va encore une fois à travers le visage. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis tanné de regarder à travers la fenêtre ici, on ne voyait rien. Je me suis acheté un petit poulet avec un grossissement de 2.5x, ça a aidé beaucoup. Pour ça, j'avais été aussi influencé par Robert Saint-Jean, qui avait une petite lunette de 6x qu'il mettait sur son visage, ce qui améliore beaucoup les choses. Alors bon, la caméra, ça va. L'intérêt, par exemple, d'avoir une caméra défiltrée, c'est que la transmission, évidemment, est pas mal meilleure, il est presque 100% partout. Bon, c'est sûr que ça, c'est pas le rendement quantique. Mais tout ce qui arrive, encore, la courbe est meilleure. OK, alors, toujours les mêmes obstacles que d'habitude, bon, le déclenchement, bon, ici, je prendrai l'ordinateur, l'alimentation, ça c'est réglé aussi. La mise au point, ben, c'est plus ou moins réglé, ça va s'arranger un jour. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, je vais comparer 2 séries de photos. La première série est des photos que vous avez vues tantôt. Donc, la première série 17 que j'avais pris tantôt, j'avais 27 minutes, 30 minutes à peu près. Caméra non défiltrée. Caméra défiltrée. D'accord? Donc, on voit déjà une amélioration, on voit plus de luminosité ici. Donc, évidemment, 2 choses, défiltré et en plus ici, évidemment, bon, j'ai 1 heure de photo ici, ce qui est pas mal mieux. En passant, l'anecdote, au moment où j'ai traité cette photo-là, j'ai découvert les astrophotos de Caroline. J'ai probablement pris 22 et 24 astrophotos là-dessus. Je me suis amusé. Bon, ça n'a pas l'air trop fou, là, mais bon. Alors, ici, M27 qu'on avait vu tantôt, c'était juste 24 minutes. On voyait que c'est plutôt bleuté. Si on y va maintenant avec une caméra défiltrée avec plus de temps, aussi 1 heure de photo, ISO un peu plus élevé, on voit apparaître ici les zones d'H-alpha, on voit que la couleur ici est plus verdante, ce qui nous semble plus raisonnable, et pas que les couleurs en astro, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de standard, donc on va calibrer, de balancer les blancs, c'est un petit peu relatif. M51 que je vous avais montré tantôt, 24 minutes à travers la lunette de 100 mm. Ben, ça, c'est encore à travers la lunette, mais cette fois-ci, avec, là, c'est, on y est 21 x 4, donc 84 minutes, ça veut dire 1 heure et demie, traité avec Iris. Puis là, bon, vous allez entendre parler de Pixel 5 tantôt, là, le logiciel pour le traitement. Je pense avoir obtenu quelque chose de aussi belle que la photo de partir, mais ça s'en vient. Alors, bon, M33, ici et là. Bon, évidemment, ici, c'est pour ces 2 heures de photo. Toujours avec la même lunette ici, là. Bon, alors, bon, ça c'est Photoshop. J'ai une version, non, j'ai pas de version. Alors ici, donc, j'ai utilisé, je pense avoir amélioré avec une caméra, bon, avec un peu plus de méga-pixels, mais surtout défiltré. J'ai fait de l'image, donc j'ai augmenté substantiellement la durée totale de l'exposition. Je passais de quelques 20 minutes à 1 heure ou 2 heures. Le problème, bon, la lunette est petite, 100 mm. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais si on veut pousser un peu plus, on peut peut-être aller plus loin que ça. Surtout c'est F9. C'est une lunette qui est pas très rapide. Comme la ministre des Finances n'est pas trop top, j'ai des hausses. Donc, je me suis dit, bon, on va s'acheter une lunette de 120 mm. Alors, avec la même caméra 350D, et puis là, ben, je guide ici avec une lunette de 80 mm, toujours avec le Starship Guider. Le reste n'a pas changé, je fais toujours les flaps dans le ciel, etc., etc.
Alors, qu'est-ce que ça donne ça? On va comparer encore une fois des vieilles photos avec les nouvelles. Ça, c'est mon vieux M42 avec 14 minutes d'exposition sur peut-être une heure. Et ça donne ceci. Bon, ça, c'est une photo qui a été prise en février 2009, mais la hauteur, je ne sais pas les feuilles avec moi, mais je pense que l'altitude ici était de l'ordre de 10-12 degrés. Si on fait le cas, ça, c'est pris avec une altitude de 38 degrés. Vous passez pas mal plus au méridien. Il faut dire que des fois, bon, je tire la source un peu. L'objet est en train de descendre à l'ouest, puis là, bon, je vais essayer pareil. Mais bon. Alors ici, j'ai 16 photos de 240 secondes. Il faut faire apparaître les zones extérieures. Évidemment, tout le monde le sait, le cœur va être complètement brûlé, donc j'ai des photos de 15 secondes aussi. J'ai mélangé ça dans Iris, Photoshop aussi. En passant, je ne me rappelle jamais dans quelle revue, je ne sais pas si c'est LSR sur Astronomie Magazine, mais Nicolas Hotès a publié une série de tutoriels sur l'utilisation de Photoshop. Comme par hasard, quand j'ai fait cette photo-là, le mois suivant, il y avait un tutoriel sur la façon de combiner RGR, si on veut, combiner ou traiter M42 avec le centre. Est-ce que je m'en suis servi? Mais je m'en rends compte ce que j'ai fait, je m'en rappelle. Alors, M81-82, c'était juste 9 minutes. On peut faire mieux ici. Alors ici, on voit bien les bras spiraux de la galaxie. On commence même à avoir ici un petit d'éjection dans le centre de M82. C'est pas du H-alpha, c'est juste du RDB normal avec toujours la 350 000. Alors, est-ce qu'on en a d'autres ici? Bon, M13, oui, bon, c'était pas très long, c'est autour de 10 minutes. Celle-là, c'est 24 photos de 4 minutes, donc 100 minutes. Il y en a peut-être qui ont déjà vu cette photo-là. On voit une belle petite galaxie ici, puis probablement que si on cherche un peu, il y en a une autre cachée quelque part dans ce coin-là. M8, qu'on avait vu tantôt. Vous voyez, la luminosité n'est pas beaucoup. On peut en voir un petit peu plus. On va voir tantôt qu'on peut faire mieux ça encore. Ça, bon, je trouvais ça cute, mais c'est pas encore final. Donc, ici, bon, 4. Puis la hauteur, ici, l'altitude, vous savez, c'est pas haut, ça. C'est autour de 10 degrés. Au-dessus de l'horizon, pas bien plus que ça. Avec autre chose. OK. Alors donc, la lunette est plus rapide, elle est plus, ça va être plus grande, donc on avance plus de photos pour en même temps. C'est toujours la même caméra, donc avec des darks et des températures équivalentes, plus proches des températures de photo. Un CMOS, bon, il y a quand même une bonne sensibilité, mais bon, le fait qu'il soit défiltré, c'est bon. On peut encore améliorer les choses. Donc là, j'ai le choix, ou je change de caméra, ou je change de télescope. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais changer de télescope. Je me suis ramassé avec un anti-UTRC, ici, que plusieurs connaissent, avec chrétien F8, 8 pouces. Toujours la même caméra, avec ici ma lunette de 80 mm sur le G11, pas de problème. Là, vous remarquez peut-être que c'est pris cette photo-là le matin, après une longue nuit de température classique au Québec, du givre en masse, mais pas sur le miroir. Et ici, j'ai découvert une façon de faire la mise au point, plutôt que d'utiliser, bon, ici, bon, avec la caméra, depuis un petit peu de temps, j'utilisais des serreurs focus avec la largeur à la hauteur. Là, j'ai découvert les masques de Batinov, c'est devenu la norme, je m'en sers régulièrement maintenant. Compte tenu que je suis dehors, je peux les installer, contrairement à d'autres qui sont assis chez eux tranquilles, à la chaleur. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Donc, ça peut donner, par exemple, une photo ici que j'avais pris avec le lunette de 100 mm à la maison, à Saint-Jean, une sorte blanche, donc 87 minutes. J'ai refait le tout avec le AT8 RC, à peu près autant de temps, pour quelque chose comme 76 minutes, c'est un petit peu moins long, mais avec le 8 pouces. On voit beaucoup mieux ici les filaments et puis bon, la structure. Je me suis amusé à la retraiter avec Pixel Sight. Ça a donné ça. Je la trouve un petit peu verdâtre, par exemple, mais bon, on va la retravailler encore. Un peu comme je dis, je commence à travailler avec ça. Alors, est-ce que c'est mieux ceci ou ça? À vous décider. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, pourquoi tu peux mettre la vue des étoiles ici? Là, en principe, il y a un GC 891 ici.
caché là, avec la lunette de 100 mm, et c'est soudainement 21 minutes, je l'utile. Là, je me suis tanné, j'ai dit, bon, on va la faire cette fois-ci avec 27 fois 4 minutes, avec cette fois-ci la téléversée aussi. Bon, la photo n'est pas si belle que celle que publie dernièrement Daniel, mais quand même, c'est pas si mal. Si on zoome un peu, on voit quand même ici quelques petits filaments, cette nuit où le ciel était relativement stable. Bon, ça, je vais passer vite, M15, ça ne veut pas grand-chose. M79 est un erreur globulaire relativement petit, que j'avais essayé avec la lunette de 120 mm. Cette fois-ci, je la refais avec la lunette avec le rendez-vous tercé. Ça donne quand même quelque chose de plus intéressant. Donc, on est passé à des ouvertures plus grandes, toujours avec une caméra. Bon, ça, on va tout faire. Bon, ça peut être intéressant aussi avec F27, l'ancien. Là, on est passé au 350D, Canon. Et là, on peut passer avec le rendez-vous tercé. C'est les mêmes couleurs, si on parle d'ici à là. La même balance de blanc, mais on a un peu plus de détails. Compte tenu qu'on a le champ de restreint, on ramasse plus de photons pendant quelque chose comme une heure d'acquisition de données. On voit ici les zones rouges, on voit les détails. On va peut-être augmenter encore le contraste, mais il faut voir. La bulle aussi que j'avais essayé de demander. Je n'ai pas de avant la bulle et après, c'est comme ça qu'il faut ajouter. Bon. Alors, donc, je me suis dit, bon, est-ce que je monte encore la grosseur du télescope? Je dis, bon, quand même pas les fous, là. Mais on peut changer de caméra. Alors, j'ai demandé à l'automne dernier, 2011, je me suis dit, bon, ben, on va changer de caméra. Je vais essayer une caméra CCD couleur. Bon, en fait, j'ai commencé par la tester à Hemingford. Alors ici, vous avez la lunette de 120, la lunette de 80. Là, j'ai changé de monture pour que ce soit plus portable, le Q6 Pro. C'est peut-être pas la monture idéale, mais en faisant du guidage, ça fonctionne quand même relativement bien. Puis on voit ici la caméra, en fait, dans ce cas-là, c'est la caméra SD8300C avec le capteur CAF 8300, comme par hasard. Alors, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Je vais vous expliquer après pourquoi je suis allé de ce côté-là. Alors, ça, c'est la caméra, le capteur ici de 5.4 pixels. Une matrice qui est à peu près un petit peu plus petite que la matrice du Canon, mais pas beaucoup. C'est une matrice, alors, ces couleurs, donc la matrice de Bayer. Bon, les courbes ici de sensibilité sont, c'est pas vraiment plus élevé que pour le Canon, sauf pour le rouge. Pour le rouge, ici, on a vraiment une sensibilité plus importante. Ce qui peut un petit peu être intéressant. Alors, ça donne quoi, ça? Bon, par exemple, sur M33, c'est le seul exemple que j'ai pour l'instant, ça donne ceci. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. La couleur n'est pas tout à fait la même. Le champ est un peu plus petit. Bon, je pense qu'il y a quand même une amélioration intéressante. On voit aussi les zones d'H-alpha. On en voit une ici, on en voit une ici. Bon, il faut dire que je ne suis pas un pro de Photoshop non plus. Il y a quelques autres pour les mettre la main à la base pour obtenir des résultats plus intéressants. Bon, j'ai essayé avec Mix Insight, mais ça, c'est. J'ai oublié ça. Ça m'avait tenté, puis j'avais déjà envoyé à la réunion. Il y avait la photo de compact. Bon. Bon, la raison pour laquelle j'ai acheté la société couleur, c'est que, bon, à la même date cette année, l'année dernière, j'étais sur le point de prendre l'avion pour aller passer le sud au Chili. Je m'étais dit, je vais apporter une caméra quand même de qualité. Donc, j'avais déjà une caméra CCD monochrome, mais pour faire des fats dans le ciel avec les 4 filtres pendant une période relativement courte, c'est pas évident, la luminosité descend, c'est compliqué. Je me suis dit, bon, ben, je vais trouver une caméra couleur que j'installe au foyer de la lumière, puis je vais pouvoir faire la photo. Alors, ce que j'ai apporté au Chili, c'est avec la caméra couleur, la SP. J'ai apporté aussi ma Starship de Guider. Puis le reste, ben, la monture Q6 avec une Takahashi FS108 F8, des petites lunettes ici de guidage. Ça, c'est fourni là-bas. J'en s'en rappelle, et puis pour l'autre aussi. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais testé la caméra avant, évidemment. Et qu'est-ce que ça a donné? Par exemple, j'avais déjà pris une photo de NGC 253, je pense qu'on a ça ici quelque part, avec ma lunette de 100 mm. J'avais quand même fait une heure, mais avec une altitude probablement de l'ordre de 15 degrés, 20 degrés maximum en sculpteur. Ce temps-ci, c'est relativement bas. Alors, j'ai fait la même photo là-bas, ça donnait ça. Évidemment, c'est 2 heures.
l'altitude est autour de 40, entre 50 et 30 degrés, quelque chose comme ça, ou entre 58 et 40 degrés. Grosso modo, je n'ai pas les papiers en tête, mais ça donne ceci, traité avec ce nouveau logiciel-là aussi. J'avais essayé Photoshop, bon, il doit être long, mais il faut lui faire quelque chose d'intéressant. Alors, ensuite, les Helix, ici, j'avais aussi, mais dans ce cas-ci, même si j'avais presque plus qu'une heure de photo à la rosette, c'est encore un objet qui est relativement bon. Là-bas, évidemment, c'est très haut dans le ciel au mois de novembre, et ça donne ceci. C'est plus délavé, donc ça peut être retraité aussi. Donc, cette fois-ci, j'ai laissé dans Photoshop avec Pixelsize et plus exact. Ça va être pas une solution miracle. Donc, la caméra, c'est ça. Alors, donc, une sensibilité, je pense, un peu plus élevée. L'intérêt que je trouve intéressant au niveau des caméras numériques, c'est que cette fois-ci, on peut fixer la température de façon très très. Quand je travaille à moins 15, c'est moins 15, c'est pas n'importe quoi. Donc, je me suis fait une bande de dark à moins 15, qui a tous les jours de cancer ensuite régulièrement. Bon, les gens diront, bon, pourquoi tu fais pas des dark quand même durant la fin ou au début de tes périodes de photos? Ben, on a tellement de. La quantité de ciel clair au Québec est tellement énorme que je pourrais me permettre. Bon, quand on a un ciel dégagé, on photographie, on ne perd pas de temps à faire des tâches. Je fais ça dans le cadre chez vous. À moins 15, ça fonctionne quand même. Dans le cas de l'OPN, quand je faisais mes tâches, ça a gagné en arrière, le soir, à l'extérieur, à, je sais pas, entre 5 et 10 degrés, ou entre moins 15 et moins 10 degrés. Je faisais des bandes, puis je jouais avec ça. Je ne fais pas ça quand même. Peut-être que je suis assez malheur, mais bon, c'est comme ça que je fonctionnais. Ensuite aussi, bon, je peux-tu améliorer encore la qualité des photos? Déjà, c'est pas si mal, je pense, là, quelqu'un qui veut commencer, qui veut faire quelque chose de de l'allure avec un montage raisonnable. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai déjà une caméra comme le monde aussi, j'ai des films, on va essayer de faire quelque chose. Alors, c'est ma nouvelle, c'est mon montage depuis cet été. Une caméra de lunettes 80 mm f6. Une petite lunette ici 60 mm. Le guide avec qui permet de guider. La caméra, c'est la QSI 583, qu'on me compte avec une voie à filtre. Sur la F6. Pour l'instant, la géante est toujours là. Alors, qu'est-ce que ça donne, ceci? Bon, j'imagine qu'on va avoir quelque chose sur on a des informations sur la caméra. C'est le même capteur que pour la SB. Même chose, même dimension, même nombre de photosites, même dimension et tout, mais c'est monochrome. Donc, ça nous donne une courbe de sensibilité qui est quand même plus intéressante. On peut capter tous les photons, on voit à travers les filtres, on a un filtre d'ailleurs. Et ça donne quoi? Alors, on va terminer avec quelques photos. Bon, par exemple, ici, j'avais pris avec la lunette 80 mm une photo avec la caméra 350D. Je pense que ça ressemble à une photo que prise de tout. Alors, on voit ici le croissant. On devine peut-être ici qu'il y a un petit peu de nébulosité. C'est mieux à l'écran de l'ordi, comme toujours. Là. Mais bon, je me suis dit, il y a moyen de faire mieux que ça? Ah, je me suis dit, bon, je vais essayer d'en chez nous, je vais sur planche, avec ma QSI, filtre H alpha, et ça donne ça. Là, je me dis, oh, c'est bon ça. Bon, peut-être que pour la majorité d'entre vous, faire H alpha, c'est normal. Je comprends quand j'ai vu ça, la mâchoire va tomber. Je dis, waouh! On voit très bien ici la lumineuse, la luminosité, elle est partout. On voyait peut-être un petit quelque chose ici, où on voyait rien de là, avec la structure en plus. Très intéressant. Alors, c'était fait à Saint-Jean. Alors donc, la suivante, ben là, je suis allé à la rosette, j'ai fait du RPV aussi, puis je me suis amusé, j'ai essayé de combiner l'H alpha, le rouge, le vert et le bleu que j'avais fait à la rosette, et ça m'a donné ceci. C'est pas encore parfait, là, mais on voit quand même que par rapport à ceci, qu'on peut obtenir avec une caméra APM toute seule, on est capable d'aller chercher plus de détails avec la caméra CCD. Est-ce que ça c'est pourri? Je pense pas. Mais si on veut aller chercher vraiment plus de détails, je pense que ça c'était intéressant. L'autre possibilité, M17, ça c'est toujours pris avec la Canon 350. On va essayer d'aller illustrer un petit peu. Grand champ, à peu près presque une heure de photo. Là, je me suis amusé à H alpha. C'est ceci.
beaucoup plus d'informations ici, beaucoup plus ici que ce qu'on avait tantôt. Bon, là, j'ai pas compliqué les deux, par exemple, ça va venir un jour, quand j'aurai un peu plus de temps. M16, c'est la même chose. Tantôt, on avait la photo de Jean Barrière, la photo de M16, avec ici les piliers de la création. On les voit quand même. Même si je n'ai pas zoomé, mais on les voit peut-être un petit peu plus ici, pour voir évidemment qu'il y a beaucoup plus d'informations autour. Ça, c'est juste une heure, d'accord? Ça, on va y passer, bon, ça, vous l'avez vu tantôt, à chaque fois. Ce qui m'a intéressé davantage, c'est ceci. Bon, là, je ne sais pas si c'est moi qui étais dans le champ, mais j'ai fait 2 heures de photos avec, je pense que c'était avec ma lunette 100 mm F9. J'ai réussi à sortir ça, puis j'ai étiré la sauce au maximum, j'ai tordu ça avec Photoshop, et tout ce que j'ai vu. J'ai fait 1 heure de H-alpha, ça donnait ça. Je dis, wow, bon. Alors, la partie qu'on a ici, là, elle sortait à peine avec la caméra numérique, tandis qu'ici, ben, on la voit sortir, on voit bien, on va oublier les toiles ici, puis on voit toute cette structure-là ici, qui est étonnamment complexe, et très intéressante. Peut-être qu'en exposant plus longtemps avec une caméra DSLR, on irait chercher encore plus. M8, tantôt, on trouvait passablement haut. Moi, je trouvais pas ici, bon, on était aussi. Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, même si j'ai fait presque 84 minutes, plus qu'une heure. Ça, c'était pris à basse altitude, élévation, 10 degrés. Ben, la photo suivante était prise à la véranderie, mais à peu près à la même altitude, le nuage passait en plus. Ça a donné ça. Alors, le champ est un peu plus grand ici, parce que je pense qu'ici, même, là, ça s'est fait avec une 120 mm. Ça, c'est fait avec une 80. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus énormément de luminosité qui apparaît, qu'on ne voyait pas tant. Avec la DSLR, j'ai l'impression que je pourrais exposer beaucoup plus longtemps. Puis, pour terminer, ben, j'ai ici la Lune en blanchant, M52. Si on fait de l'achat-alpha, on a la Lune ici, on a une 52, puis on a une autre luminosité ici, puis on voit plein de luminosité à gauche et à droite, autour. Donc, la question qu'on se fait poser, est-ce que automatiquement ou nécessairement ou obligatoirement, il faut faire un passage de la caméra numérique au CCD? Ben, ça dépend. Avec ce que je vous ai montré, je pense qu'on est capable d'obtenir des photos honnêtes avec des APN ou des DSLR. Denis aussi nous a montré ce matin. À mon avis, je pense qu'il faut quand même avoir une caméra défiltrée pour aller chercher surtout les luminosités à H, qui génèrent le H-alpha. Mais si on fait par exemple des tableaux verts, des galaxies, c'est peut-être moins important. Le guidage, si on veut accumuler le plus de data possible, puis améliorer pendant ce temps-là, je pense que c'est nécessaire. Avoir une monture adéquate avec une erreur périodique qui peut être importante, mais qui est douce. Et finalement, une exposition, mais pas exposer le plus longtemps possible. Pour ce que je vous ai montré, moi, c'est avec une caméra Canon 350 et bon, technologie qui date quand même des années 2008-2009. Ceux qui vont commencer à faire de la photo avec des caméras numériques vont voir ici aujourd'hui des caméras numériques beaucoup plus performantes. Moi, je me suis limité à ISO 800 par exemple. À 1600, il y avait trop de bruit. Maintenant, on travaille à 1600 ou 3200, puis le niveau de bruit n'est pas plus élevé qu'avec le 800 de Jalais. On est capable de monter encore plus de sensibilité. C'est électronique. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bien évidemment, il y a des logiciels d'acquisition ici qui sont plus performants que ce que j'avais moi, qui finalement visuels qui n'avaient pas été upgradés depuis longtemps. Backyard EOS pour Canon. Donc la rivalité Canon-Nikon, c'est réglé. Si vous voulez faire de la belle photo astronomique Canon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, juste pour terminer, si vous allez du côté du CCD, ben là, vous avez des avantages aussi. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir une manipulation plus complexe parce qu'il faut y aller avec différents filtres. Vous allez probablement avoir un meilleur rapport signal-bruit, un meilleur rendement quantique, possibilité de faire du binning, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver des pixels pour augmenter votre sensibilité. Puis, ce qui va vous permettre éventuellement d'avoir un échantillonnage, c'est-à-dire un nombre par seconde par pixel qui se rapproche de la qualité des pixels qu'on peut avoir ici au Québec. Et puis, je pourrais l'ajouter ici, là, les heures et les températures qui sont bien définies. Bon, alors, juste en complément, ce que je viens de vous dire, ben, c'est pour éventuellement obtenir des photos du data.
je pense qu'il est important de dire que si on veut obtenir des photos de qualité, ben, il faut que, surtout pour quelqu'un qui est dans mon style, dans ma art, c'est-à-dire que tu prends ton stock, tu mets dans le tour, tu t'en vas, tu l'installes quelque part, tu reviens, ben, il faut avoir une routine, il faut avoir une discipline pour reproduire à chaque fois toutes les procédures d'installation pour pouvoir faire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Ça, je pense que c'est important. Bon, j'ai donné ici quelques étapes, là, c'est à guise indicative. Jusqu'à, en fait, toutes les étapes à suivre pour éventuellement arriver à peser sur le bouton Start. Moi, je conseille aux gens de vérifier la mise au point de temps en temps, mais même si j'ai des lunettes en carbone, après 1 heure, ça change un petit peu. Donc, justement, pour les flaps, je pense que c'est important d'en faire pour éviter, comme je disais ici, des tâches ou du vignettage. Je crois qu'avec les logiciels, on peut peut-être nettoyer, mais c'est pas essentiel. C'est peut-être pas extrêmement pratique. Alors, soit une crépuscule, mais éventuellement, si vous avez une plaque électroluminescente, ça peut être intéressant. Vous avez vraiment là, une luminosité uniforme. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu des datas qui sont utiles, les photos, évidemment, ne vont pas apparaître toutes seules. Il faut choisir des logiciels de pré-traitement et de traitement pour aller chercher éventuellement le maximum d'informations, extraire la substantive moelle de vos photos pour obtenir le meilleur résultat possible. Ça, évidemment, je n'ai pas mis de nom là-dessus, ça c'est à vous de décider. Il y a une panoplie maintenant de systèmes qui sont disponibles. Il faut juste tester, en parler, en discuter, voici ou comment c'est pour aller chercher l'information là-dessus. Alors, je pense que ça met fin à la présentation pour aujourd'hui.